Merci à vous d'être là. Merci au laboratoire El Kendi de nous avoir fait confiance, d'être toujours partisans de la formation médicale continue. Étant médecin pneumologue libéral, je suis très ravi par ce parterre de pharmaciens parce qu'en fait, cette interdisciplinarité, cette communion avec les pharmaciens est fondamentale pour augmenter, pour optimiser l'éducation thérapeutique de nos patients. Je vais vous parler d'un problème fréquent, impactant, pas grave, mais surtout très gênant sur la qualité de vie de nos patients, à savoir la rhinite allergique et son impact sur la vie des patients. À votre avis, est-ce que la rhinite allergique est fréquente? À main levée, s'il vous plaît. Très bien. Elle est fréquente. Est-ce qu'elle impacte la qualité de vie des patients? Oui. Avis aux amateurs. Bien. Ça ne va pas marcher. Donc la rhinite allergique, c'est quoi? C'est l'ensemble des manifestations d'origine allergique qui touchent le nez. Voilà, je pense que ça doit marcher là. Donc, on va se retremper dans cette rhinite allergique et vous allez voir que c'est une maladie très, très fréquente. Elle touche plus de 500 millions de monde. Elle est classée par l'OMS comme étant la 4e affection qui engendre un handicap. Son risque majeur, c'est l'asthme, puisque 3,5 fois, on augmente le risque de développer un asthme. En Algérie, on estime à environ 3 millions de patients atteints de rhinite et je pense que ce chiffre va être revu à la hausse incessamment. Donc la rhinite allergique touche environ 25% de la population mondiale. Ça diffère d'une région à une autre, ça diffère d'un pays à un autre. 10 à 15% souffrent de rhinite saisonnière, la rhinite secondaire au pollen, qui est à nos portes, mars, avril, mai, et enfin, 3 à 10% de la population souffre d'une rhinite pérannuelle, c'est-à-dire qui survient pratiquement toutes les saisons. Et ce qui est alarmant, c'est que cette fréquence est en nette augmentation. Vous avez deviné pourquoi? Parce que le nez, c'est l'organe le plus exposé aux nuisances extérieures, à savoir l'environnement, la pollution. Et comme notre monde actuellement a une prévalence de la pollution très élevée, c'est vous dire un petit peu le risque d'augmenter cette fréquence de l'allergie. Et l'OMS prévoit en 2050 qu'un patient sur 2 sur la planète sera allergique. Et bien entendu, c'est un motif fréquent de consultation. La rhinite est assez rare avant l'âge de 5 ans, sans qu'elle soit exceptionnelle. Elle est là, mais elle est moins fréquente. Et comme je viens de le dire, cette rhinite est intimement liée à l'environnement extérieur, mais aussi à la génétique. C'est pour ça, quand on a des parents allergiques, on a plus de chances de devenir allergique. Je me redis pour fixer les idées, 20 à 40% des patients rhinitiques vont développer de l'asthme
Et donc l'enjeu majeur pour nous, c'est de retarder, c'est d'éviter l'apparition de cet asthme. Et inversement, plus de 3/4 de nos patients asthmatiques souffrent de rhinite. C'est vous dire l'intimité, c'est vous dire la relation étroite qui existe entre la rhinite et l'asthme. Et ce risque est d'autant plus élevé que la rhinite survient toute l'année, c'est-à-dire durant la rhinite perannuelle, parce que le système immunitaire est stimulé, le système immunitaire est dérangé, est ébranlé durant toute l'année. Contrairement au risque, devant une rhinite pollinique, le risque est moindre parce qu'on a une stimulation saisonnière et durant beaucoup de temps de l'année, il n'y a pas d'agression allergénique. Qu'est-ce que la rhinite allergique? C'est l'ensemble des manifestations secondaires à la pénétration d'un allergène au niveau du nez. Cela va engendrer des manifestations très connues de tous, à savoir l'écoulement nasal, les éternuements en salve, le prurite, c'est-à-dire le nez qui démange, et enfin l'obstruction nasale. Et cet ensemble de signes va engendrer à la longue une gêne dans la vie courante du patient. Retenez d'abord que pour qu'il y ait allergie, il faut qu'il y ait deux choses. Il faut qu'il y ait une génétique favorable et il faut qu'il y ait un environnement adéquat. C'est simple. Vous pouvez être allergique au poil de chat, mais si vous n'avez pas de chat dans votre entourage, vous n'allez pas développer les symptômes parce qu'il y a la génétique, mais l'environnement ne s'y prête pas. Mais si vous avez une prédisposition génétique et des chats qui tournent autour de vous, vous allez développer cette allergie. C'est la même chose dans beaucoup d'affections. Pour extrapoler, pourquoi le cancer du côlon est plus fréquent qu'avant? Parce qu'avant, il y avait toujours cette prédisposition génétique, mais il y avait une alimentation saine, dépourvue de tous les précurseurs qui déclenchent ces cancers. Mais actuellement, avec cette alimentation malsaine, où il y a beaucoup de pesticides, beaucoup d'autres produits, et le cancer a flambé par rapport justement à cette conjonction de deux facteurs indispensables à la genèse, que ce soit du cancer ou de l'allergie. Quand un allergène, c'est quoi un allergène? C'est le pollen, c'est l'acarien, c'est le poil d'animaux, c'est les moisissures, c'est ce qu'on appelle un allergène respiratoire ou un pneumallergène. Contrairement à des allergènes alimentaires qu'on appelle les trophallérgènes. Dans la rhinite et l'asthme, c'est des pneumallergènes. Quand ce pneumallergène va pénétrer pour la première fois dans un organisme jamais au contact, il se passe rien du tout. C'est une phase de stimulation, c'est une phase de sensibilisation, c'est une phase muette, c'est une phase silencieuse sur le plan clinique. Mais il y a production d'anticorps. Et quel est l'anticorps privilégié dans la réaction allergique? C'est les IgE. Très bien. Cette famille d'immunoglobulines qu'on appelle les IgE vont être le starter du démarrage de la réaction allergique. Et je vous les montre ici. Ce sont ces formes d'Y qui sont les IgE. Et ces IgE vont se fixer au niveau des cellules effectrices. Et vous connaissez tous une cellule, c'est le mastocyte. D'accord? Donc ces IgE vont entourer les mastocytes. À côté de cette phase
de silencieuse, il y a cette réaction inflammatoire. Donc quand l'allergène pénètre pour la première fois, il ne se passe rien. Mais quand il va pénétrer ultérieurement, qu'est-ce qui se passe? Suivez-moi bien. Vous avez en vert, ça ne veut pas marcher, vous voyez tous en vert, ça c'est l'allergène. Et quand cet allergène va se fixer sur l'IgE, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un éclatement, il va y avoir une dégranulation de cette cellule qu'on appelle le mastocyte, qui va libérer quoi à votre avis? L'histamine. Et c'est pour ça que la première arme thérapeutique des rhinites, c'est les antihistaminiques. Et c'est un médiateur qui est préformé, c'est-à-dire il n'attendait que l'éclatement pour se libérer. D'accord? Mais malheureusement, tout ne s'arrête pas là, sinon avec les antihistaminiques, on aura tout réglé. À côté de cette réaction inflammatoire immédiate, où l'histamine, qui est le chef de file, va être libéré, c'est lui qui va être à l'origine des éternuements, des écoulements, du prurite. D'accord? Ici, je vous montre juste pour vous dire que la population TH1, c'est la population non allergique. TH2, c'est la population allergique. Donc, les patients allergiques, on les appelle TH1. C'est par rapport à un type de cellules immunitaires lymphocytaires qu'on appelle les TH2. Les non-allergiques, ce sont les TH1. Voici toute cette cascade et retenez qu'il y a une phase précoce de la réaction allergique dominée par l'histamine et il y a une autre phase tardive dominée par d'autres cytokines. Et ensuite, dans la rhinite, va s'installer une obstruction, un nez bouché. Et c'est pour ça qu'ensuite, si les antihistaminiques ne suffisent pas à maîtriser les signes, on va donner les corticoïdes intranasaux. Et c'est pour ça que les deux armes thérapeutiques sont aisément expliquées par notre physiopathologie qui est très importante pour comprendre le cheminement, l'aboutissement de symptômes de la rhinite allergique. Et il y a, au cours de la réaction inflammatoire chronique, ce qu'on appelle les PAF, c'est les facteurs activants des plaquettes. Ce médiateur occupe une place importante dans la pérennisation de l'inflammation d'origine allergique. Et certains médicaments, comme la rupatadine, offre ce double avantage qui est l'activité antihistaminique et l'activité anti-PAF, anti-facteur activant des plaquettes. Donc c'est vous dire l'importance de la physiopathologie. Donc on a dit, pour qu'il y ait allergie, il faut qu'il y ait une génétique, une atopie, et il faut qu'il y ait un environnement. Et malheureusement, l'environnement actuel offre aux allergies respiratoires tout dont elles ont besoin. Nos maisons actuelles, fermées, chauffées, avec de la moquette, avec des animaux, avec beaucoup de choses à l'intérieur, permettent le développement des acariens. Ce n'était pas le cas de nos anciennes maisons et c'est pour ça qu'avant 40 ans, il n'y avait pas autant d'allergies. D'accord? Ajoutez à cela toute cette pollution atmosphérique. Pour vous montrer l'impact de la pollution atmosphérique, la pollution atmosphérique va être à l'origine de quoi? Va être à l'origine d'une augmentation de la perméabilité de l'épithélium, ce qui va favoriser, faciliter la pénétration des allergènes. Pourquoi il y a beaucoup de pollinose, de réactions au pollen actuellement? Parce que la pollution atmosphérique
est capable de modifier génétiquement le pollen qui va devenir plus allergisant. C'est pour ça que dans les années à venir, vous aurez beaucoup de pollinose, de rhinite pollinique, d'asthme pollinique, et vous aurez des saisons polliniques très importantes qu'avant. Donc, c'est très important de comprendre l'impact de la pollution atmosphérique. Donc, la prédisposition génétique, c'est ce qu'on appelle l'atopie. D'accord? L'atopie, c'est l'aptitude qu'a un organisme à synthétiser quel type d'anticorps? Les immunoglobulines E. OK? Parce que quand on n'est pas allergique, même si l'allergène pénètre, on n'a pas d'IgE. Et si on n'a pas d'IgE, on n'a pas toute cette cascade, cette réaction qui engendre tout ce que je viens de vous dire. Et regardez, plus il y a des parents allergiques dans la famille, plus le risque d'allergie augmente, à tel point que si vous avez deux parents qui ont la même allergie et qui vont avoir un enfant, le risque d'allergie peut monter jusqu'à 80%. C'est pour ça qu'on recherche toujours les antécédents familiaux. L'environnement, on a bien dit le rôle de la pollution, mais un autre acteur très important, c'est le tabagisme, qu'il soit actif ou passif. Et mon premier conseil, mon premier message, chez les enfants allergiques, le tabagisme va augmenter le risque d'asthme, va augmenter le risque des allergies. Donc, tabagisme passif à l'intérieur, c'est à bannir. C'est pour ça que dans les sociétés développées, le tabagisme à l'intérieur des espaces est formellement contre-indiqué. On a la loi dans notre pays, mais il faudrait beaucoup de mesures coercitives pour pousser. J'ai vu des gens fumer à l'aéroport et c'est une enceinte internationale où il est interdit de fumer. Les sanctions doivent tomber pour justement montrer l'importance d'éviter ce tabagisme intérieur, ce tabagisme passif. La théorie hygiéniste, c'est quoi? Il y a des études actuellement qui ont montré que les enfants qui naissent dans les fermes, avec les poules, avec les lapins, avec les moutons, avec les bœufs, semblent être moins allergiques. Il semblerait qu'il y ait des composants, des substances sécrétées par ces animaux qui seraient protectrices. C'est à confirmer, mais il y a beaucoup d'études à travers le monde. Donc, retenez la triade symptomatique de la rhinite. Tout le monde peut faire le diagnostic. Donc, vous, pharmaciens, vous êtes à l'avant-garde. Vous pouvez intervenir en amont et en aval. Donc, dès que quelqu'un vient vous voir dans votre pharmacie, il demande surtout les décongestionnants et vous le voyez revenir, c'est sûrement pas un rhume, c'est sûrement de l'allergie. D'accord? Il n'y a pas de fièvre, ça récidive. Et bien entendu, la rhinite est classée selon qu'elle soit perannuelle ou saisonnière. Vous comprenez ce que c'est? Saisonnière, c'est la saison. Perannuelle, c'est toute l'année. Il y a encore une meilleure classification, c'est cette classification internationale initiée par ARIA. ARIA, c'est quoi? C'est un groupe d'experts qui établit des recommandations sur la prise en charge de la rhinite. Il y a GINA dans l'asthme, il y a GOLD dans la BPCO, et il y a ARIA au niveau de la rhinite. Et voyez bien qu'une rhinite peut être modérée, elle peut être sévère. Sévère, c'est qu'elle altère le sommeil, elle dérange les enfants dans leur scolarité et beaucoup de travailleurs dans leur activité. Je ne vous dis pas que le ronflement est une cause fréquente de désaccord entre le mari et la femme, et ça peut même arriver au divorce quelquefois, malheureusement. Donc le ronflement peut être généré, occasionné par cette rhinite.
c'est vous dire l'impact qu'a la rhinite. La rhinite, c'est pas uniquement la rhinite, elle est entourée d'affections qu'on appelle les comorbidités. Le chef de file est l'asthme, mais on peut avoir les troubles du sommeil. Ça peut être associé à un syndrome d'apnée du sommeil, notamment chez l'obèse. Donc, c'est quelque chose dont on doit tenir compte. La prise en charge thérapeutique, c'est 3 volets. L'éducation du patient, on doit, et vous êtes un acteur incontournable, faire comprendre que c'est une maladie chronique, c'est une maladie qui peut être gênante, c'est une maladie qui peut s'aggraver et se compliquer d'asthme. C'est une maladie où le tabagisme est à éviter, est à proscrire. Et ensuite, l'éviction allergénique, on a dit que l'environnement et la génétique, on n'y peut rien, c'est inné, on ne peut pas la modifier, mais ce qu'on peut modifier, c'est l'environnement, pauvre en acarien, avec toutes les mesures qu'on connaît, aération de l'habitat, éviter les moquettes, laver le linge à de haute température, éviter les peluches chez les enfants. Tout ça, ce sont des éléments importants. Éviter les chats. Et nous assistons à une ascension fulgurante d'adoption des chats dans nos maisons. Et ça va être un vrai problème pour les patients allergiques. À côté donc de cette éducation thérapeutique, de cette éviction allergénique et du tabagisme, nous avons une prise en charge thérapeutique. Et la thérapeutique, c'est pas 1000 choses, c'est les antihistaminiques de dernière génération qui sont dénués d'effets secondaires de type de somnolence, d'accord, et d'anticholinergiques. Et vous avez l'immunothérapie, c'est les vaccins qui malheureusement ne sont pas disponibles chez nous. Donc retenez 2 éléments importants. Misez sur les médicaments qui soulagent les patients, anti-H1, anti-PAF, corticoïdes inhalés. D'accord ? Là, j'ai un message urgent à vous envoyer. Chers pharmaciens, ne vendez pas le Respinal avec une facilité déconcertante. Vous créez des malades qui vont avoir des rhinites graves, difficiles à traiter. Ne vendez pas la ventoline, il faut une prescription médicale. Sinon, vous contribuez à la mauvaise prise en charge du patient. Les messages sont les suivants. On doit prendre ses responsabilités. Comme vous les prenez si bien avec les psychotropes, il faut les prendre avec ses affections. Donc là, c'est un message important que je voudrais vous lancer pour nous aider dans justement la non-prescription du Respinal, sauf ordonnance médicale, pas plus de 5 jours. Hier, je recevais un malade qui prend depuis des années le Respinal. Sans le Respinal, il ne peut pas dormir, il ne peut pas travailler, alors qu'on offre d'autres thérapeutiques avec moins d'effets secondaires, moins d'effets délétères. Tout comme les décongestionnants par voie orale. Ils sont à déconseiller, alors ceux-là, ils entraînent encore des troubles cardiaques, d'accord ? Je ne vais pas vous parler de la désensibilisation. La désensibilisation, c'est le traitement par vaccin. Il y a 2 types de vaccination, soit par voie injectable, soit par voie sublinguale. Cependant, retenez que le meilleur traitement de l'allergie, c'est les vaccins, c'est la désensibilisation. Je reviens au premier schéma. Le but des vaccins, c'est de commuter, c'est de permuter la réaction TH2 vers TH1. Parce que maintenant, vous connaissez TH2, c'est les allergiques, TH1, c'est les non-allergiques. Et si vous arrivez à commuter, vous avez gagné la bataille et c'est comme ça qu'on traite, qui est la base du traitement par vaccin. En conclusion, je pense que le pharmacien est un acteur incontournable dans la prise en charge de la rhinite. Il intervient en amont chez les patients non diagnostiqués pour les orienter le plus rapidement chez les médecins et en aval, à la fin de la chaîne, quand le diagnostic est connu, en prodiguant
les éléments de l'éducation thérapeutique, à savoir l'importance d'un traitement bien conduit, d'un traitement au long cours, d'éviter le tabagisme, des brochures contre les acariens et contre les poils d'animaux par exemple. Il faut retenir que le traitement de la rhinite est basé sur les anti-H1 de dernière génération et sur les corticoïdes topiques. C'est juste un petit cas clinique que pour vous dire, par exemple, ce jeune homme de 19 ans qui présente depuis 5 ans un écoulement nasal et des prurites le mois d'avril et le mois de mai, vous, quand il vient dans votre pharmacie, vous faites facilement le diagnostic de la rhinite pollinique, de la conjonctivite pollinique, et vous l'envoyez chez le médecin, et à ce moment-là, le traitement de base, c'est les antihistaminiques en collyre pour la conjonctivite et par voie orale pour sa rhinite, les corticoïdes quand il y a de l'obstruction, et deuxième rôle, chez vos patients qui présentent une pollinose, une rhinite allergique au pollen, il faut les sensibiliser pour consulter avant la saison pollinique pour qu'ils reçoivent un traitement préventif qui leur permettra de passer la saison pollinique en toute tranquillité parce que ces symptômes sont très dérangeants, très impactants. Voilà, je vous remercie pour votre attention.